Il existe un endroit sur Terre où la forêt pousse au sommet d'une montagne. Et, au milieu de cette forêt, la montagne elle-même disparaît simplement, sans volcan, sans impact, sans explosion. Seulement des trous presque parfaits, assez profonds pour cacher un autre monde là-dessous. Et le plus inconfortable n'est pas qu'ils existent, c'est que, pendant très longtemps, personne n'a pu accepter comment cela pouvait exister. À l'extrême sud du Venezuela, sur un tepuy appelé Sarisariñama, il existe des cimas gigantesques ouvertes au sommet d'une montagne isolée. La plus grande d'entre elles, la cima Humboldt, atteint environ 352 mètres de largeur à la surface et 314 mètres de profondeur, mais s'élargit à 502 mètres de largeur à la base. Au fond, il y a la forêt, la vie, un écosystème pratiquement séparé du reste du monde. Aujourd'hui, la question n'est pas seulement « qu'est-ce que c'est ?» La bonne question est que la nature a dû faire pendant des millions d'années pour ouvrir quelque chose comme cela dans l'un des endroits les plus inaccessibles de la planète. Sarisariñama n'est pas une montagne ordinaire. C'est un tepuy, un gigantesque bloc de roche au sommet plat, isolé de ses environs, comme s'il était une île suspendue dans le ciel. Les tepuys du bouclier guyanais figurent parmi les formations les plus anciennes d'Amérique du Sud. Ce sont les vestiges d'un ancien plateau de grès et de quartzite, façonné par l'érosion au cours d'échelles de temps presque impossibles à imaginer. Mais Sarisariñama a quelque chose d'encore plus étrange. Contrairement à de nombreux tepuys plus austères, son sommet est couvert de forêts. Des arbres de 15 à 25 mètres poussent là-haut, dans un isolement relatif. Cela rend l'endroit non seulement une anomalie géologique, mais aussi un laboratoire biologique fermé, un morceau de monde séparé du temps ordinaire. Et c'est justement sur ce sommet forestier où vous ne vous attendriez à voir que de la jungle, du brouillard et du silence, que le sol disparaît. Pas à une bordure, pas sur une pente, au milieu de la montagne. Si le sommet paraît déjà un monde perdu, alors ces trous ne sont pas des détails. Ils sont la faille centrale de tout le paysage. La cima Humboldt et la cima Martel sont les ouvertures les plus connues de Sarisariñama. La Humboldt, la plus grande, a des proportions tellement extrêmes que la première réaction du cerveau n'est pas géologie, c'est impossible. L'inconfort augmente quand vous comprenez le contexte. Des trous gigantesques comme celui-ci sont généralement associés à des paysages calcaires, des roches plus sujettes à la dissolution karstique classique. Mais Sarisariñama est composé de quartzite et de grès quartzeux extrêmement résistants. En d'autres termes, le paysage semble mal dès le départ. C'est comme trouver une blessure chirurgicale parfaite là où la matière ne devrait pas céder de cette façon. Et c'est précisément là que la vidéo captive le spectateur français. Non par la fantaisie, mais par la contradiction. Le paysage semble violer l'intuition géologique. Pendant longtemps, le simple fait que ces cimas existent dans une roche aussi dure a alimenté un véritable débat parmi les experts. Le doute ne portait pas sur le fait qu'elle soit impressionnante. Le doute était, quel processus pourrait faire cela ici? Mais avant l'explication vient le détail qui change tout. Pendant des décennies, presque personne ne pouvait même y accéder. Les grands trous de Sarisariñama n'ont gagné en notoriété qu'après avoir été vus d'en haut. En 1961, le pilote Harry Gibson a aperçu les énormes ouvertures au-dessus du tepuy. C'est un détail essentiel pour la dramaturgie. Elles n'ont pas été découvertes par une promenade héroïque. Elles ont dû être repérées d'en haut, car l'isolement du lieu était absurdement extrême. Cela change la sensation du spectateur, car cela suggère quelque chose de perturbateur. Nous ne parlons pas d'un monument naturel célèbre, entouré de sentiers et de panneaux. Nous parlons d'un phénomène gigantesque qui est resté hors du champ visuel humain pendant bien trop longtemps, simplement parce qu'il était caché dans l'un des endroits les plus reculés du continent. Et c'est ici que naît l'une des meilleures tensions du documentaire. Si un trou de cette taille a pu rester presque invisible au monde moderne pendant si longtemps, qu'est-ce que la Terre cache encore simplement parce que personne ne peut s'en rapprocher? Mais voir d'en haut ne résolvait rien.
Le vrai problème était de descendre. La première descente connue dans la Cima Humboldt s'est déroulée en 1974, lors d'une expédition menée par Charles Brewer-Carias et David Knott. C'était un exploit technique, mais aussi un pari contre l'inconnu. Ce qui semblait d'en haut être un vide propre a révélé un problème brutal. Les parois étaient saillantes, projetées vers l'intérieur. Descendre était possible, sortir était une autre histoire. C'est une scène qui doit être explorée avec force dans le documentaire, car elle convertit la géologie en claustrophobie. Le spectateur se rend compte qu'il ne fait pas face à une belle carte postale isolée. Il fait face à une architecture naturelle hostile, fermée sur elle-même, un endroit qui accepte l'entrée avant de discuter de la sortie. Selon le récit rassemblé par la page Showcaves, l'équipe a dû improviser des solutions, organiser des sauvetages, dégager de l'espace entre les arbres et faire face à des jours de véritables difficultés pour sortir. Ce détail fait que l'abîme change de nature dans l'esprit du public. Il cesse d'être simplement un objet curieux et devient un système autonome, presque indifférent à la présence humaine. Et quand ils ont finalement atteint le fond, ils ont trouvé la partie la plus inconfortable de toutes. Au fond de la Cima, il n'y avait pas de mort géologique. Il y avait la forêt, un écosystème isolé. C'est essentiel pour la rétention car cela subvertit l'attente. Le public s'attend à de la roche nue. Au lieu de cela, il trouve un environnement vivant, séparé par des centaines de mètres de parois presque verticales. Sarisariñama était déjà une île biologique du fait d'être au sommet d'un tépuis. Mais le fond des Cimas pousse cette logique à l'extrême. C'est l'isolement dans l'isolement, un compartiment dans un autre compartiment, un morceau de vie piégé en profondeur. Ce n'est pas une exagération poétique. En 2002, des relevés herpétologiques à Sarisariñama ont enregistré 32 espèces et ont décrit 5 nouvelles espèces dans l'étude, y compris des grenouilles et un lézard. L'étude cite également la singularité d'espèces comme Stephania riae associées au massif. En d'autres termes, ce lieu n'est pas seulement étrange à regarder, il produit une réelle différence biologique. Pour le public français, c'est ici que s'engage la fascination intellectuelle maximale. Nous ne regardons pas un mystère vide, mais une machine d'isolement évolutif. Ces trous n'existent pas seulement, ils sélectionnent des mondes. Mais cela ouvre une question encore plus grande. Si la vie a pu se séparer là-dedans, qu'est-ce qui a exactement séparé la roche en premier ? Pendant des années, l'origine des Cimas a alimenté le débat précisément parce qu'elle se trouve dans du quartzite et du grès quartzeux, des matériaux bien moins intuitifs pour ce type d'effondrement que le calcaire classique. L'apparence presque géométrique des abîmes aggrave la sensation. Plus il semble parfait, moins il semble naturel pour un regard profane. Mais l'inconfort ne disparaît pas quand la science entre en scène. Il change simplement de forme. Selon une étude en géomorphologie, le processus le plus convaincant implique l'altération chimique épigénique à long terme, la dissolution intergranulaire de silice le long des fractures et des plans de faille, l'affaiblissement des couches contenant des argiles et des hydroxydes de fer, l'érosion mécanique et, enfin, les effondrements massifs qui ouvrent les dépressions à la surface. Pour traduire sans tuer le suspense, la montagne n'a pas été percée d'un seul coup. Elle a été sabotée de l'intérieur pendant des échelles de temps presque incompatibles avec l'expérience humaine. L'eau s'est infiltrée, a dissous, a affaibli, a transporté du matériel, a créé des vides, a fait perdre son soutien au toit, jusqu'à ce que le sommet cède. C'est plus fort que n'importe quelle fantaisie. Car cela signifie que le paysage le plus solide de la scène s'effondrait en réalité de l'intérieur depuis longtemps. Et si l'explication d'aujourd'hui semble robuste, cela ne clôt pas l'affaire, car une bonne explication géologique n'élimine pas la sensation de scandale visuel. C'est un point central du documentaire. La vidéo ne doit pas vendre « la science ne sait rien ». Ce serait faible pour le spectateur français. La vidéo doit vendre quelque chose de plus intelligent. La science a progressé, mais le phénomène reste visuellement offensant pour notre intuition. Car la véritable force de Sarisariñama réside dans le conflit entre deux couches.
Sur le plan rationnel, vous comprenez le mécanisme probable. Sur le plan sensoriel, vous continuez à regarder ces cercles ouverts au sommet de la jungle et à penser « cela ne devrait pas être là ». Et ce conflit est de l'or pur pour la rétention. Chaque fois que la vidéo semble se diriger vers une solution, l'image rouvre le problème. C'est pourquoi Sarisariñama fonctionne si bien. Ce n'est pas un mystère vide, ni une affaire classée. C'est une véritable plaie dans le paysage, partiellement comprise, mais jamais émotionnellement normalisée. Et puis apparaît la couche la plus ancienne de toutes, l'humaine. Le nom Sarisariñama porte des échos de la tradition Yekwana. Il y a des récits liés à l'idée d'une présence hostile dans les cavités, un esprit dévoreur associé au son Sari, Sari. Cela ne rentre pas ici comme preuve de quoi que ce soit. Cela rentre comme le signe d'une vérité humaine bien plus ancienne. Bien avant tout article scientifique, les endroits comme celui-ci généraient déjà un langage de peur. Ce détail est important, car le documentaire ne parle pas seulement de roches, il parle de perception. Certains endroits n'ont pas besoin d'interprétation mystique pour sembler interdits. Leur seule forme produit du refus. En un certain sens, la science moderne et l'imagination ancestrale se touchent ici. Non pas parce qu'elles disent d'arrêter la même chose, mais parce que toutes deux reconnaissent la même anomalie. Ce sommet ne se comporte pas comme il le devrait. Mais peut-être que la partie la plus inquiétante n'est pas le passé. Peut-être que c'est le présent. Sarisariñama se trouve dans une région extrêmement reculée. L'accès a toujours été difficile, coûteux, logistique, risqué et limité. Cela signifie que le problème n'est pas seulement comprendre la géologie, mais pouvoir étudier le lieu en profondeur, avec continuité et une présence de terrain suffisante. C'est ici que le documentaire doit asséner le coup intellectuel. Le spectateur tend à imaginer que, au XXIe siècle, la planète est déjà visuellement domestiquée, que tout ce qui est grand, étrange ou décisif a déjà été entièrement catalogué. Sarisariñama détruit cette fantaisie, non pas parce qu'il soit invisible, mais parce que l'inaccessibilité est encore une forme d'occultation. Ce type d'endroit rappelle une vérité inconfortable. Il existe encore des paysages que la modernité ne voit qu'en éclairs. Un vol, une expédition, un article, une courte vidéo, une hypothèse forte. Et pourtant, le sentiment de totalité n'arrive jamais. C'est pourquoi la vidéo ne doit pas se terminer par mystère résolu. La bonne conclusion est une autre. Nous comprenons davantage, mais nous regardons toujours trop peu. Et quand un endroit reste plus grand que notre regard, il semble à nouveau interdit. Peut-être que le point le plus perturbateur de Sarisariñama est celui-ci. Il n'y a pas eu de catastrophe soudaine, ni de légende miraculeuse, ni de technologie perdue. Il y a eu du temps, de l'eau, une fracture, de la chimie, un effondrement, du silence. La nature n'a pas eu besoin de spectacle pour créer l'une des images les plus offensantes à la logique intuitive qui existe sur Terre. Elle avait seulement besoin de durer. Et cela change tout, car cela nous force à accepter une idée inconfortable. La planète produit des impossibilités apparentes sans avoir besoin de violer aucune loi. Ce qu'on viole, c'est notre attente. Au sommet d'une ancienne montagne, couverte de forêts, dans l'un des endroits les plus isolés d'Amérique du Sud, la Terre a ouvert des abîmes presque parfaits et a laissé la vie y pousser. Non cachée par la conspiration, cachée par la distance, l'échelle et l'indifférence. La science peut décrire le processus. Les explorateurs peuvent mesurer la profondeur. Les biologistes peuvent nommer les espèces. Mais rien de tout cela ne redonne la normalité à cette image. Car Sarisariñama ne semble pas seulement reculer, il semble mal. Et c'est peut-être précisément pour cela qu'il soit si difficile de l'oublier. Si une montagne peut passer des millions d'années à se vider de l'intérieur sans que presque personne le remarque, combien d'autres mondes fermés existent encore sur la planète, attendant simplement le bon angle pour être vus?